Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On est près de Ascendia, Season of Targos. C'est un jeu d'aventure captivant pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de Philippe Kell et Chris Loizou, avec des illustrations de James Churchill, Marina Paz, Romero et Ryan Verhagen. Le jeu est publié par SBG Éditions. Le jeu vous plonge dans le monde fantastique et dangereux d'Ascendia, dans la vallée cachée de Targos. Le jeu connaîtra prochainement une campagne de financement sur GameFound. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour être prévenu du lancement. Dans Ascendia, vous incarnez un aventurier mal équipé, cherchant à survivre dans un environnement hostile. Vous allez améliorer votre équipement, récupérer des matériaux afin d'en fabriquer de nouveaux et les améliorer. Vous allez également augmenter vos compétences car attention, l'hiver se rapproche. Chaque saison apporte son lot de défis et de plus en plus d'ennemis redoutables se dresseront sur votre route. Le jeu va par moments vous obliger à coopérer. Mais n'oubliez pas votre objectif principal, être élu seigneur de Ascendia. Vous allez vous déplacer sur un plateau hexagonal au fur et à mesure que l'hiver approche. À ce moment-là, les tuiles se retourneront sur leur face gelée et la survie deviendra de plus en plus difficile. Ascendia est un jeu où vos décisions façonnent votre propre destin. Le commerce, la gestion de ressources et l'artisanat sont primordiaux pour préparer vos compétences ainsi que votre équipement. Chaque rencontre avec des monstres ou des événements va nécessiter des lancers de dés qui pourront être modifiés par votre équipement et vos compétences qui s'améliorent au fur et à mesure de la partie. Les durées de partie varient de 30 à 75 minutes, il y a un mode solo très bien pensé également, c'est un jeu d'aventure riche, captivant, où l'évolution des personnages est vraiment intéressante et vous fait découvrir de nouvelles facettes de ce jeu à chaque fois. Un jeu où coopération et compétitivité s'entrelacent pour vous faire vivre d'une expérience unique à chaque partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, c'est une version prototype que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous en parler. La campagne commencera bientôt, elle sera sur GameFound et vous aurez en description de la vidéo le lien pour vous inscrire pour être prévenu du lancement. Donc je vais vous parler du jeu, de ses mécaniques et je vous donnerai également mon avis. À l'extrémité la plus reculée du monde dévasté et violent de Targos, cachée derrière les imposantes montagnes Dread, se trouve la vallée d'Ascendia. Indifférents à la plupart des conflits du continent, les habitants de cette terre isolée ont pendant des siècles poursuivi une vie d'aspiration modeste dans une coexistence pacifique. Mais aujourd'hui, une ombre plane sur la région. Le bienveillant seigneur d'Ascendia est décédé sans héritier. Et paysans, citoyens et nobles ont commencé à se battre pour le pouvoir et l'influence. Plus cette situation perdure, plus la méfiance et l'égoïsme se propagent dans le cœur des gens, et la terre commence à se dégrader. De nos jours, dans les vastes prairies sauvages, sur les crêtes périlleuses des montagnes environnantes et cachées dans les profondeurs des forêts, des animaux sauvages peuvent surgir à tout moment, prêts à vous réduire en soumission, tandis que d'autres peuvent être apprivoisés et soumis à votre volonté. Des bandits errants, prêts à vous dépouiller de vos vêtements et de vos pierres précieuses, peuvent vous tendre des embuscades à tout instant. Des nuées de rats se nourrissant des charognes bloquent votre passage. Que des orages furieux secouent la terre et provoquent des éboulements de roches que nul mortel ne peut franchir. En ces temps de menaces et peur, les habitants d'Ascendia ont pris une mesure désespérée. Le premier jour de l'été, ils envoyèrent des messagers vers toutes les colonies périphériques et même, dit-on, au-delà des frontières de la vallée, pour annoncer que le trône d'Ascendia serait attribué par vote à celui ou celle qui accomplit les actes les plus glorieux pour le bien de la terre, quel que soit son sexe ou son origine. Ainsi, vous et d'autres aventuriers, avides de fortune, venus des 4 coins du pays, avez voyagé jusqu'à la vallée pour gagner le cœur de ses citoyens, avant que la terre ne soit envahie par l'hiver glacial. Mais attention, toute cette agressivité et cette intrusion ont réveillé les gardiens de Tol Sodok. Protecteurs oubliés issus des légendes anciennes, déterminés à purger la terre. Ce ne sera pas une tâche facile, cette quête pour le trône d'Ascendia. Armez-vous bien, non seulement des armes du combat, mais aussi des outils de la vie, afin de pouvoir affronter ces dangers et être élu comme le nouveau seigneur d'Ascendia. Pour la mise en place, vous allez disposer les 18 tuiles terrain dans une forme circulaire aléatoire autour de la tuile village centrale, orientée de manière à faire face aux joueurs débutant la partie, avec le côté été non gelé tourné vers le haut. Placez la tuile de direction bleue sur un espace de coin choisi au hasard. Là, je vais vous expliquer une mise en place de première partie. Pour une première partie, il est conseillé d'utiliser la disposition qui serait indiquée dans le manuel de règles. Utilisez également la tuile village avec le côté 1, représentant le niveau de difficulté le plus faible. Tournez tous les marqueurs d'exploration de manière à montrer leur côté avec le point d'interrogation. Et vous allez placer 2 jetons non révélés de manière aléatoire sur chaque tuile terrain, à l'exception du village. Chaque joueur va placer son standees ou sa figurine sur l'une des 12 tuiles de terrain extérieur. Plusieurs personnages peuvent être placés sur la même tuile. Placez 10 piles de cartes objets avec leur côté bleu tourné vers le haut à côté du plateau de jeu. Au-dessus, vous voyez les 5 piles de cartes matériaux avec leur côté face visible vers le haut à côté du plateau de jeu également. Vous allez placer les jetons numérotés 1 à 4 avec leur côté bleu vers le haut sur les piles des cartes d'objets suivants, épée courte, hache, manteau ainsi que casque de cuir. Et vous faites de même pour les piles de matériaux suivants, argile,
Hippo, Minerai et Cragwarg. Vous allez placer le jeton violet numéroté 5 à côté des piles de cartes d'objets et de matériaux. Vous allez placer les boulders, les Radsworm, les bandits ainsi que les gardiens à côté du plateau de jeu. Et vous mettez à côté d'eux le dé rouge. Pour les cartes rencontres, vous allez retirer le Torx Awakens de ce paquet pour votre première partie. C'est cette carte-là. Vous allez mélanger les cartes restantes et vous placez le paquet à côté du plateau de jeu principal, avec le verso vers le haut. Ici, vous avez les cartes Snowfall. Vous allez retirer la carte, indiquant la position actuelle du village du paquet de cartes. Vous mélangez les cartes restantes et vous les placez à côté du plateau de jeu. Assurez-vous que la flèche sur la carte de neige pointe dans la même direction que la flèche sur la tuile du village. Comme vous voyez, ici et ici, vous retrouvez la flèche. Placez les 5 dés blancs d'action à côté du plateau de jeu. Ici, ce sont des cubes bleus. Vous allez placer donc les 40 jetons renommés à portée des joueurs. Chaque joueur va ensuite choisir un personnage. Il prend le plateau du personnage avec les 3 marqueurs d'attributs violets sur les 3 positions d'attributs marquées par une couronne de laurier, comme vous pouvez le voir ici. Placez 5 marqueurs de points histoire à côté du tableau personnage. Vous avez également des cartes de référence avec toutes les statistiques des ennemis et une aide de jeu qui résume toutes les actions principales des joueurs. Pendant la partie, vous allez accumuler des points de renommée en accomplissant diverses tâches et en interagissant avec les différentes mécaniques du jeu. Chaque point de renommée vous octroie un jeton renommé. Une fois que vous avez au moins un jeton de renommée, vous pouvez choisir de postuler pour le titre de Seigneur d'Ascendia devant les habitants du village. Cela ne peut être fait que si vous êtes sur la case du village au préalable, en effectuant une action. Si vous réussissez cette action, vous gagnez le cœur des villageois et vous êtes élu Seigneur d'Ascendia et vous remportez la partie. Je reviendrai plus en détail sur comment tout cela fonctionne. Ici nous avons les dés d'action. La plupart des actions du jeu, y compris l'action clé pour postuler pour la seigneurie, sont résolues en lançant les dés d'action blancs ou le dé ennemi rouge. Chaque dé d'action blanc possède 4 faces, avec les numéros de 1 à 4, ainsi qu'une phase échec qui représente un gardien. Le dé ennemi au-dessus est numéroté de 2 à 6 sur 5 faces et une face échec avec un symbole de gardien. Ces dés vont être utilisés pour calculer votre valeur de réussite. Ici sur le dé blanc, c'est ce qu'on appelle le Critical 5. Vous tombez sur cette face avec n'importe quel dé d'action. Vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Le dé supplémentaire est résolu de la même manière. Quoi qu'il en soit, pour chaque action, vous pouvez relancer un maximum de 5 dés. Ici, nous avons le plateau personnage. Il représente votre personnage, son équipement, ses statistiques, ainsi que ses habilités. La configuration va changer au cours de la partie, et cela va refléter vos décisions, ainsi que les objets, le pouvoir et les différents pouvoirs que vous allez acquérir. Ici, nous avons le portrait du personnage. Cela représente l'apparence de votre personnage et indique quel stand-is de personnage vous allez utiliser. Ici, nous avons l'emplacement de renommée. Vous allez collecter tous les jetons de renommée que vous recevrez. À cet endroit-là, c'est l'emplacement des points d'histoire. Vous pouvez y placer jusqu'à 5 jetons de points d'histoire. Chaque joueur commence la partie avec un endroit spécifique défini par le niveau de difficulté. Au niveau 1, suggéré pour votre première partie, vous allez commencer donc avec 2 jetons. Ici, c'est pour les attributs. Après la mise en place initiale du jeu, le tableau est vidé à l'exception des marqueurs d'attributs violets. Ils sont placés sur les positions indiquées par défaut des 3 attributs. Le combat, le charme, ainsi que le forage. Ici, c'est l'emplacement de votre matériel. Vous allez placer les cartes matérielles ou d'objets. Au début du jeu, cet emplacement peut contenir jusqu'à 4 cartes. À tout moment durant votre tour, vous pouvez jeter les cartes de votre inventaire ou de votre emplacement corporel et les retourner dans leurs piles respectives. Au-dessus, vous avez les emplacements corporels. Au cours de la partie, vous pourrez acquérir des cartes d'objets que vous pouvez glisser sous les emplacements correspondants de votre tableau personnage, comme c'est indiqué par les différentes icônes. Chaque emplacement ne peut contenir qu'une seule carte à la fois. Les objets comme l'arbalète ou la hache de guerre sont des objets à 2 mains et doivent être placés au centre entre les emplacements pour les armes à 2 mains. La plupart des objets ont également dans le coin supérieur gauche des modificateurs codés par couleur qui déplacent le marqueur d'attribut correspondant sur la fiche du personnage d'une case vers la droite pour chaque flèche montrée. Par exemple ici, vous avez le rouge qui va se déplacer de 1. Ici c'est l'emplacement de votre compagnon. Vous pouvez placer une carte animale compagnon. C'est des animaux que vous allez pouvoir apprivoiser au cours de la partie. Et ici l'emplacement du sac à dos. Vous pouvez placer une carte d'objet sac à dos pour augmenter le nombre total de cartes que vous pouvez conserver dans votre emplacement d'inventaire, le portant à 7 ou 8 cartes. Vous allez bien entendu commencer avec un équipement de départ. Avant le premier tour de jeu, chaque joueur va déterminer son équipement de départ. Cela vous donnera un certain avantage pour un certain style de jeu. Par exemple, une hache va augmenter votre capacité de recherche, donc vous pourriez vouloir vous concentrer sur cette action durant vos premiers tours. Pendant la mise en place, on a placé 4 jetons sur ces paquets de cartes. Vous pouvez maintenant placer le jeton numéroté violet 5 sur l'une de ces 4 piles, ce qui vous donne une double chance d'obtenir cet objet
puis vous lancez un dé d'action. Vous recevez une carte objet de la pile marquée correspondante au résultat du lancer de dé. Et vous placez cette carte dans l'emplacement qui correspond sur votre tableau personnage. Par exemple, si je fais un 2, je récupère cette carte et je la mettrai à cet emplacement-là. Et je peux choisir de le mettre comme ceci. Comme ça, si je fais un 2 et un 5, j'augmente mes chances de récupérer cette carte. Si l'objet que vous récupérez est une épée courte, une hachette ou bien la cape, vous allez ajuster vos marqueurs d'attribut. Si le résultat du lancer de dés montre un côté gardien, donc je vous rappelle c'est l'échec, vous allez relancer jusqu'à obtenir un résultat non gardien. C'est le seul moment du jeu où un symbole gardien est ignoré. Une fois que chaque joueur a placé le numéro 5 violet et reçu un objet de départ, les 4 jetons numérotés bleus sont déplacés vers les 4 piles des cartes objets. Arc, pioche, robe, ainsi qu'armure de cuir. Le joueur qui a lancé le plus grand nombre sur son équipement de départ devient également le premier joueur. Les égalités vont être résolues par un lancer de dés supplémentaire. Ce joueur révèle la carte au-dessus de la pile Snowfall au début de chaque tour, et avant que n'importe quel autre joueur commence son tour, et place cette carte face visible sur une pile de défausse. Il va la retourner et ça va indiquer un emplacement. Tous les marqueurs d'exploration et les standees non-joueurs sur le terrain indiqués sur la carte Snowfall révélés sont retirés et le terrain est retourné sur son côté hiver, c'est son côté gelé. Tous les joueurs qui se trouvent sur le terrain, qui va être retourné, sont maintenus en position et ces joueurs reçoivent un point d'histoire supplémentaire. Aucune action de recherche ou d'exploration ne sera possible pendant ce tour pour ces joueurs. Par contre, si le premier joueur révèle une carte dégel, comme carte neige au début du tour, elle est entièrement défaussée du jeu et non placée dans la pile des fosses. Ensuite, le bas de la pile des fosses des cartes neige est tiré. Le terrain indiqué par cette carte est réinitialisé et dégelé. Il est retourné sur son côté été. 2 marqueurs d'exploration non révélés sont placés sur le terrain et tous les standees déjà présents sur ce terrain restent en place. Comment fonctionne la relance ainsi que les points d'histoire? À chaque fois que vous lancez un dé d'action blanc, vous pouvez dépenser, en le tournant sur son côté noir, un point d'histoire pour relancer ce dé. Vous pouvez dépenser plusieurs points d'histoire pour relancer le même dé plusieurs fois. De plus, vous pouvez dépenser un point d'histoire pour effectuer une action de déplacement gratuite. Si vous vous trouvez sur un terrain gelé, vous pouvez méditer comme action et réinitialiser, retourner sur le côté violet, tous vos points d'histoire. De plus, vous pouvez toujours dépenser une action sur n'importe quel terrain pour rafraîchir un point d'histoire. Tous les joueurs commencent bien entendu la partie avec un nombre de points d'histoire actifs, en fonction du niveau de difficulté du jeu indiqué sur la carte du village. Pendant la partie, vous recevrez des points d'histoire supplémentaires jusqu'à un total de 5 maximum. Chaque fois que vous en recevez un, ces derniers sont placés sur votre tableau personnage avec leur côté violet, que vous pouvez utiliser vers le haut et vous les placez à cet endroit-là. Si au début du tour, vous n'avez plus de cartes Snowfall à tirer, cela signifie que la marche implacable de l'étreinte glacée de l'hiver sur les terres d'Ascendia a triomphé et tous les joueurs ont perdu la partie. Là, je vais vous donner un aperçu du tour du jeu du joueur. Donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle, comme je vous disais. Pendant votre tour, vous pouvez effectuer 2 actions dans n'importe quel ordre. Vous pouvez également effectuer 2 fois la même action. Les actions possibles à votre tour sont se déplacer sur un terrain adjacent directement et révéler une carte rencontre, c'est ce deck-là. Dans les forêts non gelées, les champs de glaise ou les montagnes, vous pouvez effectuer une action pour chercher des matières premières. Dans les prairies, les champs de glaise et les montagnes qui ne sont pas gelées également, vous pouvez faire une action d'exploration, ça va vous permettre de retourner ces jetons. Dans le village, vous pouvez effectuer une action de charisme pour acheter de nouvelles cartes objets. Vous pouvez également acheter dans le village en faisant une action de charisme un point de renommée. C'est dans le village que vous demandez la seigneurie, qui est la condition de victoire. Vous pouvez également dans le village fabriquer un nouvel objet ou améliorer un de vos objets. Lorsque le terrain est gelé, vous pouvez méditer pour remettre tous vos marqueurs d'histoire sur leur côté actif. Et sur n'importe quel terrain, vous pouvez méditer pour remettre un point d'histoire sur son côté actif. Vous pouvez retirer un standees de rocher en jeu en dépassant 2 cartes de bois et vous recevrez une renommée. Lorsque vous exterminez les rats en déposant une carte poison, vous allez recevoir 2 points de renommée. Si vous arrivez à vaincre un bandit en combat, vous recevrez 2 renommées. Vaincre un gardien en combat, c'est 2 points de renommée. Apaiser un gardien en dépassant 3 cartes de matériaux différentes, vous allez recevoir 1 point de renommée et 1 point d'histoire. Lorsque vous commencez votre tour, avant d'effectuer des actions, vous pouvez échanger des objets entre votre sac et les 5 emplacements de votre tableau personnage, afin d'ajuster vos marqueurs d'attributs. Cela peut être utile si vous prévoyez d'effectuer une action qui bénéficiera d'un boost d'attributs différent. Une fois que vous avez effectué toutes vos actions durant votre tour, le joueur à votre droite commencera son tour avec les mêmes actions disponibles. Lorsque les joueurs ont terminé leur tour, le tour actuel se termine. Cela marque le début d'un tour suivant avec le premier joueur qui va révéler la prochaine carte Snowfall et commence son tour. Je vais vous parler un petit peu des gardiens de Tel Sodok. Il existe des puissances antiques, liées à l'essence même de la vie, qui voient tes actions
comme un ingérant sacrilège. Ce sont les gardiens de Tol Sodok. Plus tu apportes de changements à la Terre, plus leur colère grandit. Tu dois les apaiser, sinon tous tes efforts seront vains. Chaque fois que vous allez obtenir un symbole gardien sur un dé, vous allez devoir placer un standees de gardien sur le plateau. Les gardiens peuvent être placés sur la tuile où vous vous trouvez ou sur toute tuile adjacente, sauf sur la tuile village. Lorsque vous placez un standees de gardien sur une tuile où il y a soit un bandit, soit une nuée de rats ou un autre gardien, ce standees doit d'abord être déplacé vers une tuile adjacente, sauf, encore une fois, sur la tuile village. Cela peut entraîner par moment des déplacements en chaîne. Un standees déjà présent sur cette tuile adjacente sera poussé vers une autre tuile adjacente, et ainsi de suite. Lorsque vous vous retrouvez sur une tuile avec un gardien, vous pouvez l'éliminer du plateau en déposant 2 cartes de matériaux différents, ce sont les cartes au-dessus, et vous recevrez un point de renommée et un point d'histoire. Les cartes matériaux ainsi dépensées retournent dans leurs piles respectives. Les gardiens de Tel ou Sodok sont les protecteurs de la Terre, et s'éveillent en réponse à trop d'agressions et d'exploitation. Finalement, ils libéreront leur puissance contre vous, alors soyez prudents. Si tous les standees de gardiens ont été placés sur le plateau, et qu'un autre symbole de gardien est lancé, la partie se termine et tous les joueurs ont perdu. Il sera donc nécessaire que tous les joueurs travaillent ensemble pour garder les gardiens sous contrôle, avant qu'ils ne s'éveillent tous. Le nombre maximum de standees de gardiens va dépendre du nombre de joueurs. Comment se termine la partie? Une fois que vous avez au moins un point de renommée, vous pouvez décider de postuler devant les habitants du village pour le titre de seigneur d'Ascendia. Pour ce faire, le standees de votre personnage doit se trouver sur la tuile du village. Ensuite, vous allez offrir un ou plusieurs de vos jetons renommés, un minimum, et vous les placez à côté de votre plateau personnage. Vous lancez un dé blanc d'action pour effectuer une action de charme, et vous additionnez les résultats avec tout bonus de votre attribut charme, qui est ici. Si cette valeur combinée est égale ou supérieur au seuil spécifié par le niveau de difficulté. Pour une partie avec le niveau 1, ça sera un seuil de 10. Donc, si cette valeur combinée est égale ou supérieure à 10, plus le nombre de standees ennemis et rochers actuellement présents sur les tuiles du terrain, divisé par 2, et plus le nombre d'autres joueurs présents sur la tuile du village. Si vous arrivez à dépasser ce résultat, vous avez conquis les villageois et vous êtes élu seigneur d'Ascendia, remportant ainsi la partie. Si la valeur combinée est inférieure au seuil nécessaire pour le niveau de difficulté du jeu, votre candidature est rejetée, vous perdez tous vos points de renommée qui sont retournés dans la pile de jetons à côté du plateau de jeu, mais vous pouvez dépenser un point d'histoire pour lancer un dé d'action blanc. Si vous obtenez un critique 5, avec le dé d'action, vous pouvez lancer un autre dé d'action et ajouter son résultat à la valeur actuelle. Par contre, si vous obtenez un des gardiens lors de ce test, la candidature est rejetée. Vous perdez tous vos points de renommée et ils retournent dans la pile près du plateau de jeu. Donc là, c'est en gros les grosses mécaniques dont vous avez besoin pour commencer à débuter la partie. Là, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans tout ce que vous propose le jeu. Ascendia est en effet un jeu de type sandbox. Cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre fixe des événements ou d'actions obligatoires à tout moment. Au contraire, c'est à vous de décider librement ce que vous souhaitez faire ensuite en fonction de votre situation actuelle. Cependant, il y a quelques lignes directrices qui peuvent vous aider dans vos premières parties. Pendant les tours 1 à 3, essayez de récolter des matériaux, découvrez des tokens d'exploration pour obtenir un mélange de 3 à 5 cartes d'objets et ou matériaux. Ensuite, ce qui pourrait être utile, c'est de crafter ou d'acheter 1 ou 2 objets qui soutiendront davantage votre style de jeu. Essayez de rassembler au moins 6 points de renommée en interagissant avec les éléments du plateau ou en vendant des cartes pour obtenir de la renommée. Lorsque vous vous déplacez dans le village pour postuler au titre de seigneur, vous devez aussi prendre en compte la progression des autres joueurs et l'état du jeu dans son ensemble, la présence des gardiens et le nombre de tuiles terrain gelées, pour déterminer le bon moment pour choisir cette étape. Là, je vais vous parler un petit peu plus des actions. Vous avez le mouvement. Comme l'une de vos 2 actions, vous pouvez vous déplacer sur un terrain directement adjacent. De plus, vous pouvez dépenser un point d'histoire pour vous déplacer gratuitement sur un terrain adjacent. Lors de la mise en place, nous avons mélangé le paquet de cartes rencontres. Après chaque déplacement vers un terrain, exception du village, la carte du dessus de la pile des cartes rencontres est révélée et jouée. Si vous rencontrez une créature, vous commencez automatiquement par une action de combat contre elle. On va regarder les différentes cartes rencontres avant que j'aille plus loin, comme ça vous avez une idée. Vous voyez, vous pouvez avoir des embuscades, thunderstorm. Là, quand il y a cette patte-là, je vais vous expliquer, vous pouvez apprivoiser cet animal. Donc là, vous allez combattre une rat swarm. Tout ce genre de choses qui vont donner du sel à vos déplacements et à vos rencontres.
Donc, si une créature possède une icône patte verte, comme je viens de vous montrer, dans le coin supérieur gauche, elle est un compagnon potentiel, et vous pouvez choisir d'ignorer cette rencontre. Une fois la carte rencontre révélée et résolue, elle est placée dans une pile de défausse, à côté de la pile de cartes rencontre. Si la dernière carte de la pile des cartes rencontres a été jouée, la pile de défausse est mélangée et placée face cachée pour former une nouvelle pile. Pour les rencontres, tempête et les cartes rencontres rocher. Si vous révélez la carte tempête en tant que rencontre, vous devez placer un stand-10 de roche à la frontière entre les tuiles de départ et de destination de votre déplacement. Ce sont ces stand-10 là. Si 3 stand-10 de roche sont déjà présents sur le plateau, aucun autre stand-10 ne peut être placé et la carte rencontre est ignorée. Tant qu'un stand-10 de roche est présent entre ces deux tuiles, aucun mouvement ne peut être effectué. C'est-à-dire que si, imaginons que je vais me déplacer jusque là, et que je tire cette carte-là, je placerai ici le stand-10. Donc là c'est en anglais, mais vous en faites pas, le jeu sera en français. Et tant qu'un stand-10 de roche est présent entre deux tuiles, aucun mouvement ne peut être effectué à travers celle-ci. Pour retirer le stand-10 de roche, vous devez vous tenir sur l'une des deux tuiles séparées par le stand-10 et dépenser 2 cartes de matériel qui doivent être uniquement du bois ou de l'argile dans votre inventaire. Vous pouvez alors retirer le rocher et recevoir un point de renommée. Si vous tombez sur les rats ou les bandits, vous allez déplacer un stand-10 soit de rats ou de bandits sur la tuile de destination de votre déplacement. Si vous placez un stand-10 de rats ou de bandits sur une tuile où un bandit ou un dessin de rat ou un gardien est déjà présent, ce stand-10 doit d'abord être déplacé sur une tuile directement adjacente. Si 3 stand-10 de rats sont présents sur le plateau, aucun autre stand-10 de rat ne peut être placé et vous ignorez la carte rencontre. Si vous vous trouvez sur la même tuile qu'un stand-10 de rat, vous pouvez, en tant qu'action, dépenser une carte poison dans votre inventaire pour enlever le rat et recevoir 2 points de renommée. Cartes poison qui sont là. Il faut faire attention car si vous terminez votre tour sur une tuile où il y a des rats, vous allez perdre 1 point de renommée. Pour les bandits, si vous vous trouvez sur la même tuile qu'un bandit, vous pouvez combattre le bandit en tant qu'action. Vous allez retrouver sur les cartes, comme ceci, les statistiques du bandit. Lorsque vous placez le stand-10 du bandit, vous devez immédiatement effectuer une action de combat gratuite avec lui, qui ne compte pas pour l'une de vos 2 actions régulières. Si vous réussissez à battre le bandit en combat, vous retirez son stand-10 et vous recevrez 2 points de renommée. Si vous terminez votre tour sur la même tuile qu'un bandit, vous allez devoir dépenser une carte objet, équipée ou non, ou une carte matérielle, c'est-à-dire que vous les défaussez. Une des actions possibles est le combat. Pour combattre un ennemi, vous allez lancer un dé blanc d'action et vous ajoutez votre bonus de combat indiqué par l'attribut combat de votre plateau personnage. Cela va constituer votre valeur de combat. Si d'autres joueurs inactifs se trouvent sur la même tuile que vous, lorsque vous effectuez une action de combat, ils peuvent décider de vous aider dans le combat. Dans ce cas, vous ajoutez plus 2 pour chaque joueur qui vous assiste pendant le combat. Si vous obtenez un critique 5 avec n'importe quel dé d'action, vous pouvez lancer un dé d'action supplémentaire, comme je vous dis, jusqu'à un maximum de 5 dés. Une fois que vous avez lancé vos dés, un autre joueur qui ne participe pas au combat lance le dé rouge et ajoute le bonus de combat de l'ennemi, que vous retrouvez comme je vous disais ici. Cela va vous permettre de calculer la valeur de combat de l'ennemi. Si votre valeur de combat est plus élevée que la valeur de combat de l'ennemi, vous gagnez le combat. Le stand-10 de l'ennemi est retiré et sa carte est défaussée. Et vous recevez des points de renommée ou du matériel. Si d'autres joueurs vous ont assisté pendant un combat remporté, ils reçoivent tous les récompenses de la même manière que vous. Si l'ennemi, lorsqu'il lance son dé, obtient un symbole gardien, vous gagnez immédiatement le combat. Si votre valeur de combat est inférieure à la valeur de combat de l'ennemi, vous perdez le combat. Vous et tous les joueurs qui vous ont aidé perdez 1 point de renommée. Si vous êtes sur le point de perdre le combat, vous pouvez, si vous êtes équipé d'une armure sur votre tableau personnage, utiliser un objet armure indiqué par l'icône de bouclier rouge dans le coin supérieur de la carte, pour relancer le dé de combat de l'ennemi une fois par combat. Si les joueurs et l'ennemi ont des valeurs de combat égales, il n'y a aucun effet. Vous pouvez alors décider soit de mettre fin au combat ou de continuer votre tour. Vous allez pouvoir apprivoiser certains animaux et les transformer en compagnons, comme je vous ai montré. Cependant, vous pouvez aussi les combattre normalement sans les apprivoiser et vous recevrez le nombre de cartes matérielles pour qui est indiqué dans leur coin supérieur gauche de la carte en cas de victoire. Ce genre de matériel est rare et il est nécessaire pour fabriquer de nouveaux objets et ne peut être obtenu qu'en battant ces créatures. Dans certains cas, il peut être avantageux de combattre un compagnon plutôt que de l'apprivoiser. Si vous décidez de l'apprivoiser, vous devez d'abord le vaincre dans un combat régulier. Après cela, vous pouvez placer la carte dans la case correspondant à gauche de votre plateau personnage. Vous ne pouvez avoir qu'un seul compagnon à la fois. Si d'autres joueurs vous ont aidé pendant le combat, ils reçoivent uniquement la récompense de matériel qui est indiquée. L'animal ne peut pas être apprivoisé par plusieurs joueurs. Les compagnons vous donneront accès à différentes capacités spécifiques en fonction des compagnons que vous allez apprivoiser. Il y a une action du joueur qui va vous permettre de ramasser des matériaux. La plupart des mécaniques de Ascendia vont nécessiter des matériaux. Vous en avez besoin comme monnaie, on va dire, pour accomplir certaines actions puissantes qui vous rapportent de la renommée. Apaiser les gardiens, enlever les rochers,
ou pour fabriquer ou acheter des objets dans le village, lesquels à leur tour vont améliorer vos attributs. Pour acquérir un matériau, vous devez déplacer votre standees sur des tuiles terrain affichant l'illustration d'un matériau, comme vous pouvez voir ici par exemple, ou bien là. Pour cela, vous lancez le nombre de dés d'action blanc indiqué par cette valeur-là. Pour chaque dé qui affiche un nombre égal ou supérieur à la valeur du matériau que vous essayez d'acquérir, vous recevez une carte correspondante. Si d'autres joueurs se trouvent avec vous sur la même tuile lorsque vous effectuez cette action, ils peuvent volontairement décider, ou refuser de le faire, de chercher également le matériau de la tuile. Si vous réussissez, vous récoltez le matériau et ils reçoivent également une carte du matériau respectif. Si vous ou un autre joueur obtenez un 5 critique avec un dé, vous pouvez lancer un autre dé d'action blanc jusqu'à un total de 5 dés. Tous les dés vont compter individuellement pour potentiellement obtenir une carte. Une carte gardien est bien entendu un échec. Vous ne pouvez pas effectuer cette action si la tuile est occupée par les rats, un bandit ou un gardien, car vous êtes bien trop distrait par ces menaces. Et vous ne pouvez pas non plus faire cette action-là sur des tuiles qui sont retournées sur leur côté hiver. Vous allez également pouvoir faire des actions de charisme et de commerce. Lorsque vous êtes sur la tuile terrain du village, vous pouvez effectuer une action de charisme pour échanger n'importe quel nombre de cartes de votre inventaire ou équipé contre une carte objet. Vous allez déclarer quelle carte ou matériau vous souhaitez vendre, vous additionnez leurs valeurs, ils sont indiqués ici. Vous allez ajouter à ce total le bonus de charisme qu'il y a sur votre plateau personnage, vous lancez un dé d'action et vous ajoutez le résultat à votre total. Ce total combiné représente votre valeur de commerce, que vous pouvez utiliser pour acheter n'importe quel objet non amélioré, sur le côté bleu, et le coût de chaque objet est indiqué dans le coin supérieur droit de la carte. Une fois acheté, l'objet peut être ajouté à votre inventaire, soit être équipé directement si vous avez un emplacement de libre. Toutes les cartes, matériaux et ou objets que vous avez utilisés pour cette action doivent être retournés sur leurs piles respectives. Avec un 5 critique, vous pouvez lancer un autre dé, jusqu'à un total de 5 dés, et ajouter la valeur de ces derniers à votre valeur de commerce. Si votre valeur de commerce est trop faible, vous conservez les cartes que vous avez proposées à la vente. Vous allez pouvoir également acheter des points de renommée. Vous pouvez acheter des points de renommée dans le village si votre valeur de commerce est suffisamment élevée. Le coût est de 10 pour un point de renommée au niveau 1. Vous allez également pouvoir fabriquer et améliorer vos objets. Pour la fabrication, sur n'importe quelle tuile, vous pouvez dépenser en une seule action le nombre et le type de carte de matériaux exact indiqués par les icônes de la bannière bleue d'une carte objet pour fabriquer cet objet et obtenir la carte correspondante, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Si vous possédez déjà la version de base, vous pouvez l'améliorer en dépensant la carte matériau indiquée par la bannière jaune. C'est celle que vous retrouvez en dessous. Après l'amélioration, vous pouvez retourner l'objet sur son côté doré. Vous allez également pouvoir explorer. Si vous trouvez sur une tuile terrain avec des jetons d'exploration, je vous rappelle, c'est ce jeton-là, vous pouvez effectuer une action d'explorer pour révéler l'un de ces jetons. Le jeton révélé est ensuite retiré et placé à côté de la zone de jeu. Cependant, vous ne pouvez pas effectuer cette action si la tuile contient un rat, un bandit ou un gardien. Vous allez pouvoir gagner différents éléments comme du bois, du grade wood, c'est le matériau le plus rare, c'est celui-là. Vous allez également tomber sur des jetons vides qui n'ont rien, donc il ne se passe rien lorsque vous faites cette action-là. Vous allez également pouvoir rencontrer ce jeton-là, qui est le jeton cabane abandonnée. Il représente de petites colonies et de fermes qui ont été abandonnées. Leurs habitants se sont installés dans le village central, laissant derrière eux bon nombre de leurs biens. Si cela est fait, vous allez placer le jeton 5 sur une des 5 piles matériaux. Ensuite, vous lancez un dé d'action blanc et vous recevez une carte marquée correspondant du résultat du lancer de dés. Vous allez également tomber sur des ruines. Si un jeton ruine est révélé, vous allez placer le marqueur violet numéro 5 sur une des 10 piles de cartes objets, vous lancez un dé d'action et vous recevez la carte marquée correspondant au résultat du lancer de dés. Vous allez également tomber sur des cavernes qui vont fonctionner de la même manière que les ruines. Vous allez récupérer des pierres runiques qui vont vous permettre d'améliorer vos attributs. Vous allez pouvoir mettre une seule pierre runique par attribut. Vous allez malheureusement également retourner des jetons qui vont être à votre désavantage, comme des rats, des éboulements de rochers ou également des bandits. Donc là, je vous ai expliqué toutes les grandes mécaniques de Ascendia. Vous trouvez également des règles avancées pour quand vous aurez fait plusieurs parties que je vais aborder sans rentrer trop dans le détail, mais comme ça vous avez également une idée. Vous allez avoir des quêtes personnelles qui vous permettent d'ajouter plus de direction à votre jeu tout en offrant une flexibilité supplémentaire pour obtenir des points de renommée. Elles sont introduites en ajoutant des cartes de quêtes personnelles au jeu, créant ainsi de nouvelles façons pour les joueurs de gagner des points. Donc vous voyez, ce sont ces cartes-là qui vont vous permettre d'avoir des sortes de quêtes personnelles pour encore plus affiner la manière dont vous jouez votre personnage. Vous allez en distribuer une à chaque joueur en début de partie. Et vous la gardez secrète des autres joueurs. Ces cartes-là vous permettent de remporter plus facilement un point de renommée
et une condition plus difficile pour avoir 2 points de renommée. En fait, les quêtes personnelles vont vous offrir une manière plus flexible d'obtenir des points de renommée en fonction des actions ou des réalisations spécifiques pendant la partie. Elles ajoutent un objectif individuel à chaque joueur tout en permettant une interaction avec les mécaniques du jeu. Vous allez également retrouver des cartes d'habilité qui vont permettre d'encore plus personnaliser vos personnages. Vous allez attribuer à chaque joueur au début de partie une capacité unique. Il y en a des passives qui sont appliquées tout le temps et des capacités uniques qui apportent des avantages stratégiques et permettent à chaque joueur de jouer de manière différente en fonction de l'aptitude qu'il a reçue. Vous avez également plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu, donc ça va de 1 à 4. Et les niveaux de difficulté vont varier et les différences entre les niveaux de difficulté sont un nombre de points d'histoire différents, un démarrage avec des objets de départ différents, les objectifs de victoire vont un petit peu changer. Cela va également changer certaines valeurs de commerce et rendre des jets de charme plus difficiles. Vous avez également une créature menaçante qui s'appelle le Trogg, qui est un ennemi redoutable que vous pouvez rajouter au jeu. Il va ralentir les actions des joueurs, notamment dans le village et à travers le plateau de jeu. Il va vous forcer à agir rapidement, surtout lorsqu'il va se rapprocher du village. Il va vraiment falloir le combattre afin de ne pas perdre la partie. Donc ça, c'est tout des mécaniques avancées. C'est pour ça que je préfère d'abord vous parler de toutes les grandes mécaniques du jeu, et là je survole juste un petit peu. Mais comme ça vous donne une idée de la richesse du jeu, de ce côté sandbox, avec sa soie. Cette carte-là que je vous ai montré en début, je vais vous la remontrer parce que j'aime beaucoup. Qui est un adversaire redoutable, qui va rajouter une grosse difficulté au jeu, c'est vraiment très intéressant. Et les quêtes personnelles et les habilités permettent aussi d'avoir un jeu unique à chaque fois et des personnages relativement différents, quel que soit le personnage que vous allez jouer. Vous avez également un mode solo qui est très bien pensé, qui va avoir des règles différentes. C'est pas juste un substitut, vraiment pour le jeu solo. Moi j'ai pas mal joué en solo, je me suis vraiment éclaté. Ça permet également de découvrir le jeu à son rythme et on n'a pas de perte par rapport au mode multijoueur, ce qui est très intéressant. Ça a vraiment été pensé comme un mode solo, comme si c'était un jeu presque à part, j'ai envie de dire. Donc moi je me suis vraiment éclaté, donc en solo n'ayez pas peur, ça vaut vraiment le coup. Il va y avoir un système de PNJ avec les héros qui va vous permettre d'effectuer différentes actions, ils vont aussi se déplacer, avoir une vraie volonté. Je le redis, on passe vraiment un bon moment en solo. Après tout ceci, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Dans un monde lointain et dévasté, où les ombres et civilisations perdues se mélangent avec des mystères antiques, un appel retentit pour ceux qui osent défier le destin. Ce monde, c'est Ascendia, un royaume autrefois prospère, désormais pris dans les griffes du chaos et de la guerre. Les héros se lèvent parmi les décombres pour défendre ce qui reste et reconstruire ce qui a été détruit. L'aventure qui vous attend est aussi périlleuse que glorieuse. Dans Ascendia, chaque action est lourde de conséquences. Chaque rencontre peut décider de votre gloire ou de votre chute. C'est un jeu d'aventure où le danger rôde à chaque coin de rue, où l'exploration, le commerce et les combats s'entrelacent pour créer une épopée unique à chaque partie. Ascendia est un monde riche et vibrant, divisé en tuiles de terrain, représentant des lieux divers, allant des forêts denses aux ruines oubliées. Le cœur de ce monde est le village central, un bastion d'espoir au milieu des terres dévastées. Mais l'ombre de la créature mythique, le Torgr, plane sur la région. Ce géant effrayant rôde dans les alentours, prêt à détruire tout ce qui reste. La survie de ce village repose sur les héros qui oseront l'affronter. Les joueurs prennent la tête de personnages, chacun possédant des compétences uniques, de l'habilité à l'art de la guerre, à la magie ancienne et aux objets mystiques. Ils se déplacent à travers un plateau dynamique, composé de tuiles terrain qu'ils explorent, ils récoltent des ressources et combattent des ennemis. Chaque terrain est un microcosme d'opportunités et de menaces. Les forêts regorgent de matériaux précieux, les ruines cachent des artefacts anciens, et les cavernes sont remplies de dangers. L'exploration est au cœur de l'aventure. Les héros peuvent explorer les tuiles de terrain pour découvrir de cannes d'exploration qui révèlent des événements inattendus ou des objets. Un simple jet de dés peut amener à des récompenses comme de l'équipement puissant, des ressources rares ou des malédictions. Les ruines antiques et les caves mystérieuses peuvent abriter des artefacts légendaires ou des pièges mortels. L'exploration vous plonge dans une aventure incertaine où chaque découverte peut être la clé de votre victoire ou la cause de votre perte. Mais attention, l'aventure n'est pas sans danger. Vous allez devoir faire face à des hordes de rats, des bandits et bien sûr les gardiens. Des créatures mythologiques qui protégeront férocement les artefacts et ressources que vous cherchez. Vous devez affronter ces menaces avec courage et habileté, car une rencontre défavorable peut rapidement vous laisser sans ressources ou pire, sans vie. À chaque fois que vous explorez un terrain, vous risquez de croiser la route d'un bandit ou d'une horde de rats, des ennemis impitoyables prêts à vous attaquer à tout moment. L'issue de chaque combat dépendant de vos choix, de vos compétences et des jets de dés. Au cœur de votre aventure se trouve le village, un lieu où les héros se rassemblent pour échanger, commercer et préparer leurs prochaines actions. C'est ici que se jouent les grandes stratégies, vendre des matériaux rares, acheter de nouveaux équipements, ou même accomplir des quêtes personnelles qui offriront renommée et avantages au long de votre parcours. Chaque action commerciale est une danse délicate, où vous devez peser le coût et le bénéfice. Vous pouvez échanger vos ressources contre des objets puissants, des matériaux rares ou même des points de renommée, qui vous ouvriront de nouvelles possibilités. Tout héros en quête de gloire doit répondre à des quêtes personnelles. Ces missions secrètes, qui sont attribuées au début du jeu, offrent des points de renommée une fois accomplies. Chaque quête est un reflet de l'âme du héros. Certains nécessitent de récolter des ressources spécifiques, d'autres de se débarrasser de créatures mythiques
ou de découvrir des artefacts anciens. Les quêtes personnelles sont des éléments offrant des récompenses et des choix qui affectent le parcours du joueur. Ce qui est très intéressant dans Ascendia, c'est qu'il propose une flexibilité dans la manière dont les joueurs peuvent aborder leurs quêtes. Ces derniers peuvent être faciles à accomplir, offrant une renommée rapide, ou plus complexes, avec de grandes récompenses. Choisir une voie de combat ou une voie plus tactique, comme le commerce ou l'exploration, aura un impact direct sur la façon dont votre héros se fera un nom dans ce monde. Le véritable test de votre courage se trouve dans les combats contre des ennemis puissants. Chaque rencontre est une épreuve où il faudra utiliser toutes vos ressources, de vos capacités de combat à vos objets, ainsi que votre stratégie. Le système de combat repose sur une combinaison de décisions tactiques, de jets de dés et de compétences. Les créatures mythiques comme le Trogg ou les gardiens seront vos pires ennemis. Affronter ces monstres titanesques exige plus que du simple courage, il faut de la préparation. Chaque erreur peut vous coûter une partie de vos points de renommée ou mettre un terme à votre aventure. Mais une victoire contre ces créatures vous offrira des récompenses et renforcera votre nom parmi les héros. Ascendia n'est pas seulement un jeu de société, c'est un voyage épique dans un univers riche en histoire et en légendes. Chaque partie est unique, chaque décision façonne le destin de votre personnage. Vous y trouverez une multitude de possibilités, des rencontres inattendues, des combats légendaires, des alliances, des trahisons. L'atmosphère immersive vous plonge dans un univers héroïque où les héros doivent repousser les ténèbres, résoudre des mystères anciens et reconstruire un monde dévasté. C'est une épopée où la gloire, la renommée et le destin se tissent dans chaque action. Chaque jet de dés, chaque choix stratégique et chaque quête façonne le royaume d'Ascendia et écrit l'histoire de ses héros. C'est vraiment un jeu que je vous conseille, ce côté sandbox est vraiment très présent, c'est très agréable. Je le redis, mais le mode solo est vraiment un mode très agréable à jouer, très intuitif, très simple à prendre en main. Et vous pouvez refaire des parties, essayer des personnages, tout un éventail de possibilités qui donne une grosse rejouabilité. On a envie d'en savoir plus sur ce lore, moi j'ai beaucoup aimé l'univers qui est développé là-dedans, et on est bien d'accord que pour ce genre de jeu c'est quelque chose d'important. On sent qu'il y a la passion qui a été mise, et que les auteurs du jeu essaient de nous faire passer justement cette passion qu'ils ont pour cet univers et ce monde, qui est un monde très bien pensé, très agréable. Et pour revenir sur les règles, elles sont intuitives, assez simples. Il y a beaucoup d'actions, comme je vous ai dit, mais toutes les actions se jouent de manière logique et intuitive. Il y a toujours un petit temps d'adaptation avec ce genre de jeu, mais ça rentre très vite en tête et après c'est très fluide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plus appris sur Ascendia. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!